Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, je vous propose un entretien avec une coach, également artiste, dont l'itinéraire est marqué par des voyages et des rencontres. Comédienne et chanteuse, elle a vécu 3 ans à New York, où elle a suivi des cours à l'Actors Studio, avant de rentrer en France pour notamment créer une école de chant et finalement se former au coaching. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez une femme entière qui veille à ce que ses clients explorent leur créativité et expriment leur plein potentiel. L'originalité et l'authenticité sont ses marques de fabrique et donnent à ses propos une spontanéité rafraîchissante. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Nausicaa Meyer, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu voulais faire plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Oui, je me souviens très bien. J'en ai parlé à ma mère lors d'une promenade dans la campagne. J'avais un projet très clair, c'est d'emprunter de l'argent pour acheter une poule, de la rembourser avec les œufs de la poule, d'ensuite acheter un coq avec l'argent des œufs, de faire des poussins, de petit à petit vendre les poussins, vendre les œufs et pouvoir m'acheter un mouton. Ensuite, tondre le mouton, vendre la laine, pour petit à petit m'acheter un âne et toute une basse-cour. C'était mon projet, d'avoir une ferme à moi. Très pragmatique pour une petite fille de 7 ans. Incroyablement. Alors, Nausicaa, tu as un prénom qui est assez peu courant. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce prénom ? Nausicaa vient de l'Iliade et l'Odyssée. Ma mère, qui avait 19-20 ans lorsqu'elle m'attendait, a dû être alitée et elle s'est acheté tous les pavés qu'elle pensait ne jamais pouvoir lire plus tard. Donc il y avait Guerre et Paix, il y avait l'Iliade et l'Odyssée et puis d'autres. Et quand elle a trouvé ce prénom Nausicaa dans l'Odyssée, elle a décidé, alors que l'échographie n'existait pas, que son enfant serait une fille et qu'elle s'appellerait Nausicaa. Une belle intuition. Voilà, mon père a tout de suite obtempéré parce qu'elle était extrêmement déterminée, ma mère. Est-ce que tu peux nous parler de ton écosystème familial ? Que faisaient tes parents ? Alors, ma mère était maquettiste d'architecture. Mon père était peintre, artiste et comédien. Ils avaient 19-20 ans quand ils m'attendaient. Ils avaient déjà mon frère, qui avait 1 an et demi de plus que moi. L'écosystème, c'était eux deux et mon frère. Et puis, c'était les animaux. C'est-à-dire qu'on avait un très grand chien qui s'appelait Alf, qui était un dog allemand. On avait une toute petite chienne qui s'appelait Pretty et qui faisait la loi sur le grand chien. Puis, on avait 2 chats. Voilà mon écosystème que j'adorais. Et je peux dire que mes parents et mon frère étaient mes idoles quand j'étais enfant. Est-ce que tu te souviens des qualités et des passions que tu avais, enfant ? J'étais extrêmement concentrée. J'étais très créative. J'aimais beaucoup peindre. Mon père m'installait des grandes feuilles de papier pour peindre avec toutes les couleurs que je voulais. Il nous avait même autorisé de peindre les murs de notre chambre avec les dessins de notre choix. Nos amis étaient extrêmement envieux de ça quand ils voyaient nos œuvres sur nos murs. J'ai été à l'école très tard parce que mon père aurait voulu faire lui-même l'école pour moi. Et c'était une utopie parce qu'il n'avait pas le temps de le faire. Lui, il travaillait avec ma mère. Et donc, je passais beaucoup de temps seule avec le droit d'utiliser le pick-up. Je passais la discothèque extraordinaire qu'ils avaient, c'est-à-dire du jazz, les plus grands jazzmen, et puis de la musique classique. Et donc, je passais ces disques. J'improvisais des danses sur la musique toute la journée. Puis je peignais, puis je dormais. Et puis aussi, j'avais un chien qui était ma compagne, qui s'appelait Katia, avec laquelle je dormais dans son panier. Il y avait beaucoup de créativité dans cette famille. Dimension artistique très forte. Très forte des 2 côtés. Donc ma mère était aussi très créative et aussi très businesswoman avec son atelier de maquette. Et puis mon père avec toutes ses pratiques artistiques. En fait, il était comédien, il courait un peu le cachet à l'époque. Et puis la mère de mon père, qui était elle-même aussi très créative, un personnage haut en couleur, ex-mannequin de chez Jacques Fat, qui venait chez nous et lorsqu'il y avait la fête, tout le monde dansait, chantait et en général, mon père et sa mère terminaient debout sur une table en train de chanter des chansons du vieux Paris, avec beaucoup de joie et beaucoup de liberté. J'entends une autorisation à être spontanée, à créer, à vivre. C'est ça. Et c'est en t'en parlant que je me rends vraiment compte. Beaucoup d'énergie. C'était un peu la commedia dell'arte dans la façon de fonctionner. Oui, parce que c'est aussi une famille iconoclaste. Toujours très haut en couleur dans tous les sens du terme. Pas toujours très facile à gérer en tant qu'enfant. Mais j'imagine en même temps que ça a pu être une chance incroyable par la suite pour toi, d'avoir cette autorisation à être, à créer, à dire, à faire. Exactement. Ça fait partie de ma marque de fabrique aujourd'hui, d'être très libre et très créative dans ce que j'entreprends et dans ma façon d'accompagner les autres aussi, et comment je peux les accompagner dans leur créativité. Donc j'accompagne beaucoup les gens dans la réalisation de projets, quels qu'ils soient. Quelles études as-tu fait ? J'ai fait un tout petit parcours en université d'anglais. J'ai tenté de faire la licence d'anglais alors que j'étais déjà bilingue
puisque j'avais été en Angleterre à l'école et dans une école américaine. Je suis allée pour faire plaisir à ma bonne amie de l'époque. Je n'en pouvais plus, au bout d'1 an et demi, j'ai arrêté, c'était trop contraignant. Et en fait, ma plus grande étude, ça a été de partir en voyage à ce moment-là. Et j'ai traversé donc la France, l'Europe, et je suis arrivée en Afrique. Et justement, cette dimension de globe-trotteuse, c'était la spontanéité ou c'était en germe en toi depuis toujours? Je pense que c'était en germe. Très petite déjà, je demandais à ma mère de me donner des limites sur la plage pour aller marcher, pour me sentir seule à marcher. Je prenais un point de repère, j'y allais à pied et je revenais. Quand j'ai eu 6 ans, mes parents m'ont envoyée au Portugal pendant plusieurs mois. Et quand je suis revenue, je ne parlais plus français, je parlais juste le portugais couramment. Et puis quand j'ai eu 10 ans, on m'a envoyée à l'école en Angleterre. Donc je pense que le voyage, ça faisait déjà partie de moi et que mes parents m'ont permis déjà de voyager très tôt. Ils n'ont pas fait ça avec mon frère. C'était aussi une conjoncture, c'est-à-dire quand j'ai eu 21 ans, les études, je ne voyais pas l'intérêt. J'avais rompu avec mon petit copain de l'époque. Et donc, je suis partie d'abord faire les vendanges dans le Bordelais. Et là, j'ai rencontré une équipe d'Anglais, des jeunes qui avaient mon âge et qui avaient déjà bien bourlingué, qui connaissaient très bien les moyens de survie en voyage. Donc je les ai beaucoup interviewés et ça m'a inspirée. C'est comme ça que je suis partie avec la confiance qu'on pouvait traire une vache la nuit quand on a très faim. En discutant avec eux, ils t'ont donné le goût, l'envie de voyager, de prendre la route. C'est ça. Ils m'ont raconté leur légende à eux de voyage et je me suis rendu compte qu'on pouvait compter sur les autres. Quand on ne connaît pas une langue, quand on ne sait pas où aller, j'ai compris que le monde est à soi en fait. Il suffit d'y aller et on trouve les clés en y allant. Est-ce que tu peux nous partager quelques-uns des pays que tu as traversés? Du Bordelais, je suis partie en stop et je suis allée dans le sud de la France. Là, j'ai traversé l'Espagne. Je suis arrivée dans les montagnes du sud de l'Espagne, tout petit village. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont fait une réunion. Il y avait là une trentaine de jeunes qui m'ont interviewée sur la contraception, parce qu'en Espagne, c'était interdit à l'époque. Je me suis retrouvée à donner une conférence sur la contraception à 21 ans à des femmes dont il y en avait une qui venait d'avoir un bébé. Elle était très très jeune, elle était désolée d'être déjà avec son petit copain, avec un enfant. J'avais appris l'espagnol quand j'étais enfant avec notre nounou, donc l'espagnol était probablement ma première langue maternelle. Donc voilà, c'était un moment assez unique de transmission. Par la suite, tu vas dans quel pays? Ensuite, je traverse la mer pour aller en Afrique du Nord. Et là, je fais d'autres rencontres. Donc j'ai quand même très vite réalisé que voyager seul, c'est beaucoup plus riche que de voyager à plusieurs. Mais pour autant, je passe des moments avec d'autres personnes, dont par exemple un grand moment avec un garçon que j'ai rencontré qui s'appelle Jean-Pierre Rousse, que j'aimais beaucoup, qui avait une moto. Et on a fait donc une grande partie du Sénégal en moto. Puis après, j'ai poursuivi seule. J'ai traversé la Gambie. Je suis arrivée en Guinée-Bissau. Et de là, j'ai fait de l'avion stop. Et je suis allée sur les îles du Bijagos. Et là, ça a été le point le plus loin de ce voyage-là. Qu'est-ce que tu retires de ce périple? Quand je suis arrivée en Afrique, quand je fermais les yeux, je voyais des milliers de regards différents de ceux dont j'étais habituée. Je voyais des visages noirs. C'était un choc culturel que j'ai énormément aimé, de me retrouver moi, la différente. Peau blanche, mes yeux bleus, mes cheveux clairs. Et du coup, tout ce travail que j'avais à faire, d'aller à la rencontre de l'autre, m'a beaucoup plu. Je ne dis pas que c'était facile, parce que je me sentais très seule. J'étais quand même super jeune. J'étais, comme je suis toujours, quelqu'un d'ultra sensible. Et en même temps, tout était extrêmement apprenant. En Guinée-Bissau, je suis arrivée un soir dans une auberge où il faisait froid, il pleuvait, il y avait beaucoup de vent, donc je ne pouvais pas dormir dehors avec mon sac de couchage comme je faisais d'habitude. J'ai demandé à un monsieur, c'était un patriarche qui connaissait bien toutes les personnes de ce tout petit village. Je lui ai demandé où je pourrais dormir. Il m'a fait comprendre que je pourrais dormir que chez une seule personne du village, qui était l'unique femme seule parce qu'elle était veuve, parce que je ne pouvais pas dormir dans la maison où il y avait un autre homme. Et me voilà donc demander à cette toute jeune femme si je pouvais dormir dans sa maison. Et elle m'explique qu'en fait, elle voudrait bien, mais qu'elle a très peur de moi parce que j'ai la peau blanche. J'essaye, avec les mots, mes dessins, mes gestes, de lui expliquer que sous ma peau blanche coule du sang, comme sous sa peau à elle. Je pique mon doigt pour montrer que j'ai du sang. Et du coup, ça la rassure et elle accepte de m'accueillir chez elle. Un moment assez intense pour moi, de tenter de retrouver l'autre avec très peu de mots à disposition. Comment faire pour pouvoir parler avec les mots qui lui parlent? À travers cet exemple, il y a un besoin de rencontrer l'autre sur sa colline. Gérer la complexité, gérer le multiculturel, c'est devenu une réalité à ce moment-là. Le fait d'être la différente, c'était pas très nouveau chez moi, n'ayant pas eu l'école aussitôt que les autres, ayant un prénom différent. J'étais toujours décalée en fait, donc ça n'a pas beaucoup changé, mais simplement le fait de l'incarner complètement, c'est venu chez moi muscler quelque chose qui est aujourd'hui fondateur de mon travail en fait. Et quand tu dis aller sur la colline de l'autre,
Aujourd'hui, j'anime des ateliers sur la communication non violente où on va sur la colline de l'autre, où j'enseigne ça. J'aime faire ça, j'aime l'enseigner. Voilà, ça a été un autre voyage dans le voyage, celui-là. Tu l'as vécu dans ton corps, dans ton expérience sensorielle. Exactement. Et j'en rêvais la nuit. J'ai complètement épousé cette histoire de rejoindre l'autre. Cette posture d'accueil inconditionnel au fond. Voilà. Il y a aussi un autre élément qui devait être confrontant pour toi à ce moment-là, c'est que tu parlais plusieurs langues, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien et donc le français. Et malgré cette richesse, qui n'est pas si commune, tu avais nécessité de faire autrement qu'utiliser le champ sémantique pour communiquer avec cette femme. Tu as dû créer. Oui, créer un autre langage. D'ailleurs, j'ai continué à créer un autre langage quand je suis arrivée dans les îles du Bijagos, avec les gens qui étaient là. Il y avait vraiment une misère assez importante. Et j'arrive un jour dans une case, la maman me fait signe, viens voir. Donc elle m'emmène dans sa case et je vois un petit bébé qui était tout fiévreux, tout suant. Elle me dit, je comprends pas ce qu'il a de la fièvre. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant? Et je tente une chose que je n'ai jamais dit à la maman. Je prends un petit cachet de quinine que j'avais, je pile un petit cachet de quinine dans de l'eau et je me débrouille pour le faire boire au bébé, sans qu'elle me voie. Et le bébé, 2 jours après, est en pleine forme. J'ai fait ce que j'ai pu pour donner le meilleur de moi-même. Il y a une dimension très romanesque dans ce voyage. C'est sûr. Est-ce que ça a été un voyage qui a été fondateur de ta prise d'autonomie, d'inventer ta vie, de créer ton chemin? Complètement. Ça a été totalement fondateur. Un beau jour, je me suis réveillée en Guinée en me disant, ça y est, j'ai été au bout. Le monsieur qui m'a ramenée en pirogue n'avait pas de chaussures, et donc je lui ai donné mes chaussures. Et donc je suis rentrée pieds nus. Donc je suis arrivée à l'aéroport pieds nus, et fière de l'être. J'assumais complètement le regard de l'équipage, des voyageurs. Ça m'a donné ce courage d'assumer mes choix, de revendiquer mes valeurs, et d'aller là où je sens que c'est bon, envers et contre tous. Et aussi d'assumer ta singularité lorsqu'elle a besoin de s'exprimer. Exactement. C'est avec cette force-là aussi que j'ai créé mes spectacles, que je me suis produite sur scène et que j'accompagne les gens à ma manière aussi maintenant. Alors par la suite, tu vas aller à New York. Pourquoi avoir choisi cette ville? Mon ex-beau-père, un jour, m'a téléphoné et m'a dit « Nausicaa, je trouve que tu tournes en rond, tu mérites mieux. Je t'envoie aux États-Unis retrouver ton frère. » J'étais un peu vexée qu'on me pose un regard comme ça sur ma vie et j'ai dit « Je vais réfléchir. » Une semaine après, j'ai dit « Ok, c'est moi qui paye mon voyage de toute façon et je le ferai à ma façon. Mais en effet, c'est une bonne idée. » New York, ça a été un autre choc culturel, différent encore de celui de l'Afrique. C'est intéressant que les destinations où le fait de prendre la route vient souvent des autres. Que ça soit ces Anglais dans le Bordelais et puis donc ton ex-beau-père. C'est vrai. Dans mon envie d'être très autonome, je suis quand même très ouverte à la direction du vent, aux influences, à l'intuition des autres. Alors revenons à New York. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'arrive, je travaille avec mon frère, j'apprends à travailler en entreprise. Jusqu'à maintenant, j'avais été très très autonome dans tous mes métiers. L'entreprise est vendue. Je démarre dans une boutique sur Madison. Je suis la directrice de la boutique Kenzo à New York. Et je considère que j'ai besoin de me nourrir d'autres choses parce que j'aime ce métier et en même temps, je suis un peu sèche intérieurement. Et donc, je commence à prendre des cours de chant lyrique le soir, après la fermeture de la boutique. Et puis, je rencontre l'Actor Studio, que je vais visiter un soir pour voir, parce que j'en entends des trucs super. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et quand je vois ce qu'il s'y passe, à la pause, je vais voir le professeur, qui s'appelle Robert Modica, et je lui dis « Mais ce que vous faites, c'est complètement génial, je veux faire ça ». Et le gars me regarde de haut en bas, en me disant « Mais vous êtes qui, vous? Who are you, you ?» Et je lui dis « Moi, je m'appelle Nausicaa Meyer, et je trouve formidable ce que vous faites, et je voudrais le faire ». Il est bluffé par mon aplomb, j'imagine, parce que moi, comme je ne sais pas que je suis dans la plus grande école d'acting du monde, après la pause, il me dit tiens, vas-y, monte sur scène, on va voir ce que tu sais faire. Et moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc je fais ce que je peux. Je suis rouge comme une tomate et je fais tout ce que je peux. Et lorsque je sors de scène, le gars me regarde et me dit c'est bon, tu commences la semaine prochaine. Voilà comment j'ai intégré l'Actor Studio en fait. Une sorte de casting spontané. C'est ça. J'ai fait ensuite 3 ans dans cette école extraordinaire qui est aussi très très fondatrice parce qu'elle est basée sur l'authenticité de la personne. Et c'est ça qui m'a bluffé quand je l'ai vu faire sur scène en fait. Tu faisais l'Actor Studio en parallèle de tes différents jobs? Voilà, je courais à la fermeture de ma boutique, à l'Actor Studio, c'était à Carnegie Hall. Je faisais mes cours de chant lyrique en même temps. Je chantais dans la rue pour aller au travail, je revenais, je faisais mes vocalises. C'était un moment complètement génial. Et tu restes combien de temps à New York? 3 ans. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Une liberté extraordinaire. Tout est possible à New York. On a envie de faire quelque chose, les choses se font très vite. J'ai joué dans des petits films avec mes amis, j'étais sur scène, j'ai appris le tai chi. C'est tellement vivant, vibrant à New York. Moi, j'aurais aimé retourner y vivre quand j'ai rencontré mon mari. Ça s'est pas fait, mais l'expérience new-yorkaise, c'était que tout est possible. Et c'est là où j'ai commencé à chanter, c'est là où j'ai commencé à jouer, c'est là où j'ai appris à travailler en équipe.
Et puis, il y a aussi une dimension très agréable. Quand on rencontre quelqu'un, cette personne vous parle comme si vous connaissez depuis toujours. Quand on monte dans un taxi et qu'on dit voilà, je fais l'acteur studio, on vous dit you're gonna make it. Donc tout le monde est très supportive, optimiste et tout. Alors qu'en France, on rentre dans un taxi, on dit oui, je fais des cours de théâtre. Oh, il y a du monde, c'est pas facile. Il y a une attitude très différente. Un regard sur la vie très différent. Ah bah oui. Comment se passe le retour pour toi ? En fait, il se passe comme le départ, c'est-à-dire c'est une surprise. Il se passe beaucoup de choses, je fais beaucoup de rencontres. Je monte un spectacle avec 2 amis, on fait une tournée en Autriche. Je joue dans un film de Claire Denis. Enfin, il se passe des tas de choses. Par rapport à ce retour, quelle a été la motivation ? Mon visa a expiré. Le dernier voyage que je fais, je suis attrapée à la douane et on me fouille et on me questionne de façon très violente, très très choquante. Comme si j'avais commis un crime en fait. Et donc je rentre dans mon appartement downtown et je mets 1 semaine à m'en remettre et c'est sûr que je dois partir. Et je pars aussi parce que l'avocat que j'ai pris n'arrive pas à m'obtenir ma green card. Si c'était que moi, je serais restée. Et donc tu reviens en France, et donc là tu as toute cette expérience d'artiste. Je vois beaucoup de joie dans ton regard quand tu parles de cette période. Oui, c'est un renouveau. Puis je trouve aussi un job dans une boutique de vêtements que j'aime beaucoup aussi. Une femme extraordinaire qui s'appelle Maud Perle. Elle est coloriste et chaque vêtement est unique. Donc je dirige sa boutique sur les quais. Et puis je continue mon parcours d'artiste. Je commence à écrire mes chansons. Je suis accompagnée par des tas de gens extraordinaires. Tout devient tellement riche et merveilleux en France que j'ai pas de regret d'avoir été éjectée de New York en fait. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de coaching. Qu'est-ce qui te conduit à un moment donné à devenir coach ? Dans un des castings, je rencontre une femme qui s'appelle Nathalie Martinez, qui est en train de monter La Reine Blanche, qui est un lieu de spectacle dans le nord de Paris. Elle m'auditionne pour faire un spectacle de cabaret. Et puis, quelque chose se passe dans son projet, dans son programme. Le projet cabaret ne peut pas avoir lieu. Pourtant, elle me rappelle et elle me dit « J'aimerais quelqu'un qui puisse monter une école dans mon lieu de La Reine Blanche. Est-ce que tu serais d'accord ?» Et du coup, je monte cette école de chant qui a duré 11 années. Ça a été un laboratoire merveilleux où je fais beaucoup de très belles rencontres. Les personnes qui viennent dans mon école donc apprendre le chant et l'interprétation, c'est chant et théâtre à la fois. Des gens qui viennent avec des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Comment je respire quand je prends la parole ? Dans mon travail, quand je suis inquiet, comment je peux trouver ce que tu nous apprends avant de monter sur scène, etc. Et donc, je me rends compte que j'ai des besoins ici qui concernent d'autres gens que les artistes. Et je commence donc une école de coaching qui s'appelle CTI, Coaching Training Institute, qui a changé de nom maintenant, qui s'appelle Coactive Training Institute, que j'adore parce que c'est la méthode américaine. On est debout, on relève ses manches, on n'est pas assis en train d'écrire. On vit ce qu'on a à vivre et le coaching, c'est vraiment une expérience qui traverse le corps aussi. Et donc moi, ça me parle en tant que comédienne, en tant que chanteuse, de pouvoir intégrer du savoir de cette manière-là. Les gens qui ont suivi cette formation, c'était vraiment des personnes que j'ai aimé voir cheminer à mes côtés et moi au leur, être les témoins de nos avancées. Je retiens aussi tous les profs que j'ai trouvés vraiment merveilleux, libres dans leur tête et généreux et avec beaucoup d'énergie. Est-ce que tu crois que tes multiples expériences, et notamment artistiques, mais également les voyages et les rencontres, t'avaient préparé à devenir coach ? Oh, mais je pense que tout prépare tout. Il y a des chemins qui se font, des chemins neuronaux, des chemins affectifs, des chemins mentaux qui se créent quand on traverse ces expériences-là, qui font qu'après, c'est un chemin connu. C'est presque une seconde nature, le coaching, pour toi ? Oui, je pense que c'est complètement une seconde nature. J'ai été coach dès que j'étais enfant. J'étais sportive de haut niveau à l'Ermitage à Maison Lafitte, c'était mon école à partir de 7 ans. Je coachais déjà mes copines et mes copains en leur disant pour respirer, il faudrait que tu lâches ton ventre. J'avais remarqué des choses sur mon corps et donc j'aidais déjà les autres avec mes observations personnelles. J'ai commencé le yoga quand j'avais 6 ans, qui m'a peut-être aussi aidé beaucoup à avoir la conscience du corps. Alors maintenant, Nausicaa, je te propose de lire le texte que tu as choisi pour faire un intermède à notre entretien. J'ai choisi un texte de Rainer Maria Rilke dans son livre « Les lettres à un jeune poète ». Donc c'est Rainer Maria Rilke qui parle à Monsieur Capus, qui est un jeune homme, qui vient lui demander « Monsieur Rilke, est-ce que j'ai du talent ? Est-ce que ça vaut la peine que je sois un écrivain ?» Et c'est un échange de lettres avec ce jeune homme qui est pour moi extrêmement profond, qui m'a beaucoup parlé quand j'étais jeune femme. Je pense que j'ai emporté ce livre-là d'ailleurs sur mon voyage en Afrique. Donc c'est un extrait où Rilke répond à une lettre de Capus au sujet des tristesses. De grandes et multiples tristesses auraient donc croisé votre route, et leur seul passage, dites-vous, vous a ébranlé. De grâce, demandez-vous si ces grandes tristesses n'ont pas traversé le profond de vous-même, si elles n'ont pas changé beaucoup de choses en vous, si quelques points de votre être ne s'y est pas proprement transformé.
Seules sont mauvaises et dangereuses les tristesses qu'on transporte dans la foule pour qu'elle les couvre, telles ces maladies négligemment soignées et sottement qui ne disparaissent qu'un temps pour reparaître ensuite plus redoutables que jamais. Celles-là s'amoncellent dans l'être. Elles sont bien de la vie, mais de la vie qui n'a pas été vécue, qui est dédaignée, comme abandonnée, et qui n'en peut pas moins causer notre mort. Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerions-nous, avec plus de confiance encore, nos tristesses que nos joies. Elles sont des aubes nouvelles où l'inconnu nous visite. L'âme, effarouchée et craintive, se tait. Tout s'écarte. Un grand calme se fait et l'inconnaissable se dresse, silencieux. Alors peut-être rappelons que Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke date de 1929 et que c'est comme une œuvre littéraire intéressante parce qu'il y a la dimension de transmission, il y a la volonté d'un aîné de mettre le pied à l'étrier à un jeune qui lui demande conseil. Il est militaire le jeune, il écrit de la poésie à ses heures perdues. Il y a aussi le vouloir créer dans cette œuvre. Et là l'extrait finalement c'est travailler sur comment avec la dimension du corps aussi, d'engrammer dans le corps l'expérience. C'est très juste ce que tu dis là. Je n'avais pas cette conscience-là en choisissant ce texte. Ce qui me touche beaucoup dans cette transmission que a Rilke pour Capus, c'est la tendresse qu'il y met et le temps. C'est-à-dire, il répond à toutes les lettres de ce jeune homme et il descend dans son être à lui pour aller répondre à un autre niveau dans l'être du jeune homme. Il montre sa vulnérabilité, Rilke. Il parle aussi de ses doutes, de ces plages de tristesse dans le passage que je cite, mais aussi dans ses passages à lui, de désert intérieur. Il va explorer lui-même ce qu'il vit avec beaucoup d'honnêteté, de sincérité, qui permet à l'autre, au jeune homme, de connecter à la vulnérabilité et de pouvoir y trouver ses forces à lui. Je suis très très touchée quand je lis à chaque fois ces textes-là. Ce qui est intéressant aussi, on pourrait voir une relation de mentoring dans cet échange épistolaire, mais finalement quasi de coaching. Complètement, c'est vrai. Il y a tout à fait cette dimension-là, oui. La position basse, il y a beaucoup de métaphores aussi. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Dans cette deuxième partie, nous allons parler d'un certain nombre de sujets et notamment de ton activité de coach. Activité dans laquelle la transmission elle a une part importante. Je pense que le choix du texte n'a pas été totalement au hasard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? La transmission est une chose que j'ai toujours fait depuis enfant. Je pense que je fais partie de ces enfants qui ont coaché leurs parents aussi. Je pense aussi que depuis que mes enfants sont grands et qui n'ont plus besoin de ma partie maternelle, de parenting, je trouve beaucoup de bonheur à l'expérimenter, notamment dans les formations que je donne, Trajective ou ailleurs, dans les groupes que j'accompagne. Tu fais aussi du media training, me semble-t-il. Tout à fait, je travaille avec une agence qui s'appelle Tilder. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne les hauts fonctionnaires et les grands dirigeants dans leur prise de parole, dans l'élaboration de leur discours. La transmission, je m'y retrouve parce que j'ai un immense bonheur à voir éclore les autres. Faire émerger les talents. Faire émerger les talents, voir les autres déployer leurs ailes, trouver de l'inspiration, trouver l'énergie vitale, remettre de l'enfant libre dans leur vie, dans leur posture de dirigeant, permettre la libération aussi, lâcher les carcans. Moi, j'ai une joie immense à voir ça se produire chez mes clients. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu un panorama de ton activité de coach ? J'ai plusieurs casquettes en effet, donc je suis coach vocal. J'ai une autre casquette qui est le coaching de vie. J'accueille des particuliers sur leurs enjeux de transformation, de leurs valeurs, réajuster des postures, changer de métier. Donc des passages de crise en fait. Oui, c'est beaucoup ça. J'ai aussi un coaching avec les artistes autour de la réalisation des projets ou des blocages dans le processus créatif. Et puis je suis coach en entreprise, qui est une large partie de mon activité, où je vais accompagner les dirigeants, leurs équipes, les managers, dans leur posture de leadership, dans leur confiance en soi, dans la prise de conscience de leur identité. Est-ce que tu veux nous partager peut-être un exemple pour le coaching professionnel d'un accompagnement emblématique ? Je peux partager un atelier que j'ai fait il y a peu de temps pour Trajective, qui est le cabinet de coaching dont je fais partie, pour un comité exécutif. Dans le cadre d'un coaching qui était mené depuis quelques années, on m'a demandé de créer un atelier qui s'appelait le leadership par le corps. Et donc pendant une matinée, j'ai proposé à cette équipe de traverser leur réalité corporelle, de s'exposer à travers leur ressenti corporel, avec des exercices, avec des marelles que j'ai créées, s'entre-coacher, découvrir leur univers corporel comme force de leadership.
C'est intéressant parce qu'une des spécificités du leadership à la française, c'est qu'il est dans la tête. En effet. Donc toi, tu les as invités à redescendre un peu dans le corps. Voir beaucoup, et voir que ça pratiquement, sauf les moments d'intégration. Et pendant tout ce temps-là, ça a été vraiment un questionnement, un dévoilement, une prise de conscience de leur puissance et de leur vulnérabilité pour pouvoir y puiser de la ressource aussi. Donc j'ai donné beaucoup de tips pour que, après cet atelier, ils puissent continuer à aller se ressourcer de manière personnelle, individuelle, et puis pour qu'ils puissent aussi poursuivre dans leurs interactions des moments de ressourcement, de solidification dans leur ressenti corporel. L'intention de ce coaching collectif, c'était justement qu'ils soient dans un leadership plus corporel. C'est ça, qu'ils habitent leur corps et qu'ils puissent poursuivre leur route, parce que c'était un atelier ponctuel, avec une vision plus solide de leur personne, de leur individu. Et réancrer la dimension leadership. Exactement, voilà. Et tu as eu des feedbacks suite à cet atelier ? Oui, beaucoup. En fait, le plus beau feedback, ça a été après l'atelier. On a fait un temps d'impact, comment vous avez vécu ça. Et en fait, ils étaient dans le silence. Ça m'est jamais arrivé. Ils n'avaient plus envie ni besoin de rien dire. J'avais autour de moi une équipe de Bouddha, assis, complet, qui était tellement ancré et tellement apaisé, respirant. C'était un feedback qui parlait de soi sans rien dire. Un moment intense. Et incarné. Incarné, de qualité de présence. Très beau. À l'instant, tu nous disais que tu avais une dimension dans ton activité de life coaching. C'est assez rare que quelqu'un ose le dire, en fait. Et cette liberté de dire « je suis coach pro, mais je suis aussi capable de faire du life coaching dans certaines situations de crise comme tu nous le partageais ». Il y a une vraie liberté aussi à se dévoiler en authenticité, j'ai envie de dire. C'est merveilleux de pouvoir montrer toutes les lames de son couteau suisse. J'entends, mais c'est rare. Peut-être il y a une dimension dévoilée chez moi qui tient de ma posture de comédienne, d'actrice. Est-ce que tu auras un autre exemple de coaching, peut-être pour une prise de parole en public ? Il y a certains dirigeants qui prennent l'avion, qui viennent passer une après-midi avec moi pour préparer un discours, donc de l'étranger ou d'autres lieux. Et un jour, un dirigeant loupe son avion, n'a plus le temps de venir et pourtant le discours est pour demain. Il est midi, il a loupé son avion, il rentre très vite dans son bureau, c'était il y a quelques années, et on fait une séance en visio. Donc je dois préparer un homme qui a un stress très fort, il a toute son équipe autour de lui, sa secrétaire, son équipe de communication pour gérer la visio, et je dois le coacher pendant 4 heures pour préparer son discours qui est très important, qui va déterminer une bonne partie de sa carrière et de celle de sa société. Et donc j'entame cette session à distance que je n'ai jamais fait avant. Je lui demande un petit temps pour me préparer et je me dis comment je peux faire pour que cet homme intègre au mieux tout ce que je vais lui donner alors que je ne suis pas là, que je ne peux pas avoir tout le non-verbal sur lequel je peux m'appuyer énormément quand je suis en accompagnement. Et je prends le parti délibéré de faire beaucoup de métaphores. Et donc, je lui explique tout ce qui va lui permettre, en vol le lendemain, d'être solide. Et dans ma lancée, je lui dis, vous allez avoir des temps d'expression et puis des temps où vous allez pouvoir vous regrouper. Parce qu'on n'est pas tout le temps en expression. Il y a des moments où vous pourrez respirer, vous arrêter, parce qu'il avait peur de perdre son souffle, il était tellement stressé. Et je lui fais une métaphore autour d'eux. Est-ce que vous avez déjà vécu un accouchement avec votre épouse ? Il me dit, oui, tout à fait, mes 3 enfants, j'étais là. Donc je lui dis, vous vous souvenez, il y a les contractions, puis après, il y a un moment de répit. Donc c'est ce moment de répit-là dont je vais vous demander de prendre soin pour retrouver votre souffle, retrouver vos marques, reprendre vos intentions, parce que je travaille beaucoup avec l'intention du moment. Après, quand on a débriefé le surlendemain, il m'a dit « mais le coup de l'accouchement, c'était génial, ça m'a permis de me retrouver, de me reposer. » Voilà. Et comment tu as pu l'accompagner sur un ancrage corporel ? Parce qu'à distance, c'est quand même pas évident. Ça a été compliqué, ça a été en même temps très puissant. Comme il y avait toute son équipe autour de lui, j'ai dit « ok, si vous voulez que ce coaching fonctionne, toute l'équipe participe. » Et donc j'ai demandé à tout le monde de s'asseoir, j'ai demandé de mettre le haut-parleur, et j'ai fait une relaxation pour tout le monde. Donc une visualisation corporelle avec un ancrage de souffle, qui est une de mes méthodes, ça s'appelle la respiration libre, que j'ai mise au point avec 5 médecins, pour que tout le monde soit apaisé, qu'on arrête de stresser autour de mon dirigeant, pour lui permettre à lui de se déposer et vraiment d'apprendre. Et puis j'ai demandé ensuite à ceux qui pouvaient de quitter la salle une fois que la technique était au point pour qu'il soit le plus seul possible. Il y avait juste son assistante qui est restée. Donc j'ai été très directive. Ça a très très bien fonctionné en fait. On a vraiment pu dérouler tout le discours de A à Z. On l'a répété plusieurs fois pour que cet homme trouve ses intentions, les différents espaces qu'on va pouvoir proposer à l'auditoire avec l'énergie qui change, l'intention pour mener à bien le propos. C'est bien parce que du coup, tu étais prête toi pour le confinement ? J'étais ultra prête. Du coup, j'en avais fait beaucoup après. Ça évitait les déplacements des clients, c'est intéressant. Pour des top managers, l'agenda étant souvent surchargé, trouver une plage d'une demi-journée, c'est compliqué.
En effet. Et du coup, j'ai arrêté de faire les demi-journées. Je leur ai proposé, à partir de cette expérience-là, de faire des 2 heures, 2 heures, 2 heures, pour que ce soit plus facile à intégrer de leur côté et que ce soit en visio. À l'instant, tu parlais de ta méthode, la méthode de respiration libre. Est-ce que tu veux nous dévoiler un peu plus d'éléments sur les différents outils ou différentes méthodes que tu utilises ? Le fait de se recentrer est la première indication. Et lorsque mon client se recentre et que moi je me recentre, je considère qu'on peut tous les deux accéder à un espace beaucoup plus apprenant et beaucoup plus profond. Je me mets en connexion avec mon client et aussi en connexion avec le meilleur de moi-même quand je peux prendre ce temps de recentrage. Je sais que quand je suis connectée, je suis inspirée, il m'arrive des images, il m'arrive des métaphores, il m'arrive des options qui sont très puissantes et très justes. Ça, je pourrais dire que c'est le cœur de mon travail. En quoi ta dimension artistique, qui est très forte, nourrit le coach que tu es ? C'est dans la dimension de l'inspiration, de la créativité, de la liberté, des champs des possibles, de l'agilité. Dit autrement, est-ce que tu as inventé certains outils à partir d'une intuition, disant tiens, si je le faisais travailler comme ci ou comme ça J'en invente plein, j'en invente presque à chaque séance en fait. Oui, bien sûr. Je m'en doutais. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns ? Oui, par exemple, moi j'aime beaucoup ramasser les cailloux. Et un jour, j'ai une cliente qui arrive avec beaucoup de confusion sur les limites entre le professionnel et le personnel. Dans le cadre d'un coaching de vie, elle avait du mal à poser ses limites. Et me vient une idée, j'attrape une boîte que j'ai sur mon bureau où j'ai tous mes jolis cailloux et je pose un grand papier sur le bureau et je lui propose de prendre chaque caillou, de le positionner dans l'espace, dans l'endroit qui lui convient, pour que la limite soit bien posée. Et donc on a travaillé avec ces cailloux, ça a été une séance très fondatrice de la suite de l'accompagnement, où elle a fait référence plusieurs fois aux gros cailloux qui étaient elle, aux petits cailloux qui étaient les autres. Voilà, ce mot des cailloux est revenu et lui a permis de visualiser les espaces qu'elle décidait de poser et les limites qu'elle décidait de créer entre son monde personnel et son monde professionnel, entre sa famille, son métier, elle-même, la grande famille, la petite équipe, la grande équipe. Donc elle a conscientisé et elle a incarné à travers ces cailloux symboliquement des personnages, des frontières. Exactement. Géographiquement, en les positionnant. Et donc on a questionné la distance qui était juste entre chaque caillou. On a questionné les interactions qui étaient bonnes et puis là où elles étaient moins bonnes. Donc ça a été mettre en scène et mettre physiquement en forme ce qui était confus dans sa tête. Presque comme une constellation. Exactement, on a fabriqué une constellation tactile. Elle caressait les cailloux quand elle en parlait. C'était presque enfantin comme relation avec l'univers qu'elle posait là. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu enseignais aussi la communication non violente. Est-ce que tu veux nous en parler ? Alors, la CNV, j'ai fait les 3 modules de base avec une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Eliane Régis, qu'elle est comédienne. Et donc, je voulais cette transmission de savoir à partir du corps. Et ensuite, j'ai pu suivre des autres modules avec d'autres personnes formidables de l'association des formatrices en CNV. Et puis, j'ai ouvert quelques ateliers. Un que j'ai tenu ici pendant 1 an et demi avant le confinement, que j'ai appelé l'atelier des colibris de pratique. Et puis, un autre que j'ai ouvert parce qu'il y avait beaucoup de demandes pendant le confinement, à distance, que j'ai appelé les cigognes. Donc je leur donne des noms d'oiseaux, c'est un petit jeu de mots. Voilà, c'est des ateliers que j'ai beaucoup de plaisir à mener. On y trouve un temps de ressourcement, des temps d'échange. Je ressors de là aussi nourrie que les autres. J'y enseigne les bases de la communication non violente. Je recommande à tout le monde de se former auprès de l'association de communication non violente. Et puis de regarder aussi les vidéos de Marshall Rosenberg qui sont magnifiques, qui est le créateur de la CNV, ou de lire aussi ses ouvrages. Alors notamment celui qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou des murs ». Un très bon départ pour apprendre la CNV, me semble-t-il. En effet, très bien écrit, très accessible. Et il y a aujourd'hui Thomas Dansembourg. Cessez d'être gentil, mais soyez vrai. C'est magnifique. Et il a aussi fait une bande dessinée à partir de ce livre-là. Elles sont très chouettes, je les utilise beaucoup dans mes accompagnements. Nausicaa, j'ai aussi envie de te questionner sur les coachs, puisque tu en accompagnes certains dans le cadre des formations chez Trajective notamment. Instinctivement, je me dis que tu dois aussi les aiguiller pour qu'ils s'autorisent à être plus dans leur créativité. Donc cette formation qui s'appelle Relation optimale de coaching, ROC, R-O-C. Pour moi, la relation optimale de coaching, c'est aussi être courageux dans sa posture de coach. C'est là qu'on trouve sa puissance et c'est là qu'on donne aussi le courage à ses clients. On est modélisant quand on est soi-même dans une région où il est demandé à l'intérieur de soi-même de sortir des ressources insoupçonnées, d'aller chercher la créativité que l'on a tous. On est tous des créatifs qui s'ignorent. Donc c'est vrai que j'ai grand plaisir à peut-être inspirer ça par la personne que je suis, à l'encourager, à le stimuler, à le favoriser, pour pouvoir ensuite, dans le cabinet de coaching, le déployer
y trouver du bonheur, y trouver de la force. Rock a été créé par 3 gestaltistes, en fait, par Laurent Audoux, qui est le fondateur de Trajective, par Marie-Pascale Martorell et par Cyril Bertrand, qui maintenant a fondé son école qui s'appelle Gestalt Institut et qui est fondée sur la PGRO, sur la notion de psychologie gestaltiste de relation d'objets. Et donc en effet, Rock a été créé pour que le coaching soit aussi à partir de la dimension ressentie, avec toutes les notions de l'identification projective qui ont été créées par Mélanie Klein et ces personnes qui ont découvert d'autres volets de la psychothérapie pour permettre d'accueillir les ressentis, les émotions, la contagion émotionnelle. Faire la part entre les émotions qui sont les miennes, celles que le client m'inspire, celles même que le client me confie inconsciemment parce qu'il n'arrive pas à les vivre lui-même, etc. Il y a toute cette subtilité, j'ai envie de dire, qui est enseignée. C'est une formation qui permet quand même d'avoir à la fois un ancrage, mais aussi une certaine lucidité par rapport à ce qui se joue dans la relation avec le client. Exactement. C'est le déploiement, le développement du talent du coach, d'intégrer le ressenti, d'intégrer ce qui se passe dans son mental et de pouvoir le reformuler à son client de façon digeste. Alors, on part du principe que le client envoie au coach des informations, comme tu le disais très justement, qui sont sous le niveau de conscience, que le coach puisse accueillir ça, le processer, se réguler avec, parce que quelquefois ça peut être des émotions très fortes qui peuvent prendre plus qu'une séance pour que le coach puisse le métaboliser, le gérer, le réguler en lui et ensuite le reformuler pour que le client puisse évoluer grâce à cette information-là. Déjà puisse l'entendre. Trouver la formule adaptée, bienveillante qui permettra au client de cheminer parce que le but c'est avant tout de l'aider à avancer par rapport à son objectif. Ça reste du coaching. Exactement. Donc ça vient développer des compétences nouvelles chez le coach ou qui étaient là, mais on vient les déployer autour du somato-affectif et ensuite la reformulation. Et les practicums servent à ça en fait. C'est un moment où il y a une mise en situation avec un coach, un client qui est un autre participant, un observateur et puis un coach formateur qui vient faire une supervision en vol. Un retour méta. Un retour méta, mais c'est aussi demander la permission d'interrompre pendant le practicum pour proposer des améliorations. Et j'ai remarqué que ces petites interruptions, elles sont parfois beaucoup plus apprenantes que le feedback de fin. Quelle est ta vision de l'évolution du métier de coach qui a beaucoup changé ces dernières années ? Pour moi, c'est intéressant et c'est riche. Je vois le métier de coach évoluer depuis en effet plusieurs années avec beaucoup d'écoles de coaching qui se sont montées, beaucoup de coachs qui n'ont pas encore de clients et qui en cherchent. Et je vois aussi beaucoup de coachs qui changent de métier, qui utilisent leur nouveau savoir pour se réorienter. Ils peuvent garder la posture et faire autre chose après. Absolument, et qui les a enrichis. Dans le futur, pour moi, je pense que le coaching va devenir, comme il est en train de devenir, avec du distanciel intégré. Je suis presque à 50-50 là en ce moment, donc ça va peut-être changer avec les ouvertures, etc. Je le souhaite, de toute évidence, je préfère être avec les gens que d'être en visio. Et pour autant, je sais qu'il y a des personnes que je coach aujourd'hui que je n'aurais jamais coachées autrement, parce que ce sont des gens qui vivent à l'étranger. Je coach aussi des personnes qui n'ont pas le temps, parce que justement à cause des normes sanitaires, ils ne peuvent plus se retrouver. Le coaching n'est possible qu'à distance. Moi, je suis pour transformer les choses que l'on peut en distanciel, le plus possible, pour permettre à tous d'accéder. J'ai transformé beaucoup de mes formations en distance et j'aime ça. Je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette alcôve-là qui est différente de l'alcôve du coaching habituel en présence. Ça permet d'autres choses. Ça permet une proximité qui ne s'invite pas dans le présentiel. Ça permet aussi d'être sans masque. Donc moi, je suis pour et en même temps, je souhaiterais que ce soit 25% de mon activité, pas plus. J'entends beaucoup d'optimisme dans ta vision du coaching à moyen et long terme. Ah oui, moi je suis très très positive, très optimiste là-dessus. Les Américains ont commencé le coaching bien avant nous, sans vergogne. On commence en Europe depuis quelques années à l'intégrer comme quelque chose de l'hygiène d'une société qui est du coaching. Ça fait partie d'un bon relationnel, de pouvoir tenir son cap, ses valeurs, de ne pas se laisser déborder par le run, par le chiffre d'affaires, mais de rester dans l'humain. Donc oui, pour moi le coaching c'est un métier qui a un très bel avenir. Je souhaite aussi que ça reste avec une grande qualité et que le fait que ça se démocratise ne perde pas de son humanisme et de son exigence au profit de pratiques de coaching qui pourraient être uniquement orientées vers l'efficacité. Ça reste d'abord un accompagnement d'un humain par un humain. Et donc que toutes les dimensions humaines soient vraiment respectées fait partie de la qualité de ce métier.
face justement à l'efficacité qui est tellement requise en entreprise. Est-ce que tu veux nous partager un ou plusieurs projets à moyen et long terme sur lesquels tu comptes investir un peu de ton temps ? Oui, par exemple, l'entreprise altruiste, qui est un projet que je trouve merveilleux. Je commence à m'investir. J'ai fait un webinar au sein de ICF Nord autour de l'entreprise altruiste. Donc comment, dans une période où on pourrait craindre de tout perdre, shift intérieur, tout donner à la place. Il y a un livre merveilleux qui a été écrit par Laurent Marbacher et Isaac Getz qui s'appelle L'entreprise altruiste, que je recommande vivement. C'est très inspirant. Donc dans cette période où les valeurs sont très chamboulées, le monde doit se recréer, je pense que l'altruisme est une valeur sûre et qui permet justement de garder le cap de l'humanité. C'est aussi l'entreprise à mission. Je suis en train de faire les démarches pour que ma société devienne une entreprise à mission. Voilà les choses sur lesquelles je suis en ce moment. Oui, j'en ai une autre aussi. C'est une association qui se trouve au sein de l'hôpital Cochin, qui s'appelle Vieux et chez soi, qui sont des personnes qui réfléchissent à comment, dans la grande vieillesse, rester chez soi. Donc je fais partie de cette association depuis plusieurs années et on mène une réflexion sur la qualité de vie du grand âge. Ça, je trouve que c'est très important aussi. À présent, Nausicaa, je t'invite à répondre à un questionnaire rétrospectif de ta carrière pour lequel tu n'as pas eu les questions en amont. Quel est l'accompagnement pour lequel tu pourrais ressentir de la fierté ? Eh bien, un accompagnement, à une époque où j'intervenais pour un grand labo pharmaceutique, 2 dirigeants que j'accompagne en binôme autour de leur posture de leader. Ce sont 2 dirigeants qui changent de posture, qui se connaissent, qui s'apprécient. J'ai bien pris soin de vérifier ça avant. Et lors d'une séance, peut-être la 6e ou la 7e, je leur propose de se confronter l'un à l'autre. C'est-à-dire, avec un questionnement, je leur propose de se retrouver dans l'inconfort l'un vis-à-vis de l'autre. Ils se retrouvent tous les 2 en séance, avec un certain nombre de questions à se poser. Donc c'est la première fois que je fais ça. Je me dis, ces hommes-là, ils vont se retrouver confrontés dans leur nouvelle posture. Et j'imagine que l'un confrontant l'autre pourrait être musclant pour eux, pourrait être apprenant. Donc c'est difficile, parce qu'ils se confrontent. Il y a vraiment un moment de climax dans le coaching où ils se posent des questions pertinentes, percutantes sur leur posture, leur choix. Et puis à un moment, le ton monte un peu. Je fais un stop et je propose qu'on fasse un regard méta sur ce moment crucial où le ton est monté, où les 2 amis se retrouvent un peu ennemis. Et ça a été d'une richesse inouïe, où tous les 2, ils ont pu décortiquer ce qui était en jeu en eux, ce qui pourrait se jouer dans leur futur poste, avec les équipes, avec les personnes qui pourraient être confrontantes, et leurs ressources intérieures, et les choix qu'ils veulent faire par rapport à cette posture d'agressivité ambiante. Et c'est ainsi que nous avons pu, de leur côté chacun, fabriquer leur vision de leader dans leur nouvelle posture. Voilà, ça a été un moment fondateur que j'ai recréé après dans d'autres accompagnements à 2 et dont ils m'ont reparlé longtemps après en fait. C'est comme si tu les avais accompagnés à remettre de l'autonomie dans leur relation. Exactement, moins consensuel, tout à fait. Plus authentique. Plus authentique et aussi recontacter à l'intérieur d'eux-mêmes une agressivité saine du leader, ce qui est nécessaire. On ne peut pas être toujours béni oui-oui quand on est à la tête d'une équipe de plusieurs milliers de personnes. Ça leur a permis d'aller contacter cette animalité bénéfique du leader, la force de se défendre, de s'exposer, de s'affirmer et aussi de rayonner, d'être inspirant dans sa noblesse, dans sa puissance. J'étais très fière de ça après coup. Sur le moment, j'en ai mené pas large parce que c'était totalement expérimental. Tu le citais tout à l'heure, ça me fait penser au livre de Thomas Dansembourg. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Y compris dans votre leadership, soyez vrai. Exactement, c'est tout à fait juste, c'est ça. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? Une cliente qui, vers la fin de ces séances, on avait un contrat de 20 séances, peut-être à la 18, qui me dit en fait, je ne sais pas si vous pourriez accueillir ça, mais j'ai quelque chose dans ma vie personnelle qui m'active régulièrement et qui fait que dans mon métier, j'ai du mal. Et j'ai accueilli ce que cette femme avait sur le cœur et qui l'entravait. Elle avait besoin de le partager, elle avait besoin d'avoir de la clarté sur ce qui l'activait là. J'ai aussi utilisé la marelle de la communication non violente que je pose au sol pour lui permettre physiquement de changer d'espace entre ses observations, ses ressentis, ses besoins et de pouvoir poser une demande. Et ça a été une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à cette demande-là. J'ai posé tout de suite le fait qu'on allait tenter quelque chose et que je lui recommandais sérieusement de voir un psychothérapeute après notre séance.
Voilà, ça a été très riche, très fort pour elle. Et en même temps, on a pu faire des ponts avec son métier, avec son supérieur hiérarchique qui était en cause dans cette histoire, inconsciemment chez elle, et qui lui a permis ensuite de pouvoir trouver du courage à nommer les choses et à se positionner en tant que femme autonome devant cette problématique. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients, et ou les élèves également, disent de toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent de moi? Nausicaa m'a apporté des bonnes choses pour ma vie de professionnelle et pour ma vie personnelle, et elle m'a inspirée. Ce que j'aimerais laisser dans la mémoire, c'est de la joie de vivre, la liberté d'être soi, faire fi des conventions, aller chercher au fond de soi l'enfant libre, et puis oser aussi. J'aimerais qu'ils disent « elle m'a permis d'oser ». Quelle serait ta première décision si tu devenais présidente d'une organisation représentative de coachs? La décision que je prendrais? Tu viens d'être élue, tu es présidente d'un des organismes représentatifs. Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je créerais un pool de rencontres entre coachs qui ferait partie de leur formation, un pool d'échange, d'accueil, qui viendrait s'inscrire pour nourrir cet espace où les coachs se sont seuls, où les coachs peuvent se poser des questions, c'est quoi être un bon coach? Qui ne soit pas l'espace de supervision payant, parce que ça, il y a certains coachs qui ne peuvent pas se le permettre quand ils sont tout jeunes. Donc je créerais un espace de rencontre pour les coachs de tous les âges, où les coachs expérimentés et les jeunes coachs peuvent interagir, s'entre-nourrir, une sorte de laboratoire gratuit. Un labo de coach, d'où on puisse sortir des inventions, des modèles, des prises de conscience, peut-être des livres, tu vois, des endroits où on peut être créatif entre nous. Quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours? J'ai regretté souvent de ne pas avoir fait des études, parce qu'en fait, moi, j'ai passé mes diplômes de coach sur le tard. Puis là, je suis en train de me former en musicothérapie, donc je fais tard les choses. J'ai regretté souvent de ne pas avoir poursuivi mes études. Aujourd'hui, je regrette absolument pas, parce que ma richesse, c'est mon parcours. Expérientiel. Complètement. Et je pense qu'à l'époque, j'étais tellement rebelle et j'avais tellement besoin de faire à ma manière que je regrette rien, en fait. Tu avais besoin de tracer ton chemin, d'inventer ton chemin. De l'inventer avec ses méandres et ses écueils. Et tout est riche, quoi. Non, il n'y a rien que je regrette dans mon parcours. Peut-être les moments où j'ai pas été à l'écoute de ceux que j'aime. Mais bon, je pense que j'ai vraiment fait de mon mieux avec les moyens que j'avais. Non, rien de rien. Tu as raison, on arrive bientôt à la note musicale. Qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de notre entretien, Nausicaa? Les auditeurs, j'aimerais que vous reteniez que la liberté est sans fin quand on y goûte. J'aimerais que vous reteniez que avoir le courage de sa dissidence est une des valeurs importantes de coach et même de tout être humain. J'aimerais que vous reteniez aussi que quelquefois, quand on a un parcours avec des méandres, des chaos, on ne voit pas la puissance de ce parcours. C'est qu'une fois après, quand on se retourne, que ça prend sens. S'il y a des jeunes coachs qui écoutent, ça prend du temps de se sentir un coach. Moi, j'ai pris du temps. Pendant des années, je me suis demandé, est-ce que je suis un bon coach? Et rien que de se la poser, ça fait partie de la qualité du coach. À présent, Nausicaa, écoutons la chanson que tu as choisie pour incarner ton parcours. Qu'elle vous chérisse ou vous maudisse, qu'elle vous ravisse ou vous hérisse, que vous soyez la fille, le fils, vous êtes le fruit d'une créatrice, qu'elle soit radine ou magnanime, exaspérante, bouleversante, qu'elle soit enfantine, sublime, qu'elle soit rasante ou rassurante. On est le petit de sa mère, qu'elle soit baronne ou poissonnière. On est l'enfant de sa maman, qu'elle soit divine ou tyran. Qu'elle soit fine, qu'elle soit forte, qu'elle soit fière, qu'elle soit folle, féroce, fatale ou bien farceuse, femme de tête ou furieuse. Alors, il s'agit de la chanson Sa mère, dont l'interprète n'est autre que toi-même. Est-ce que tu peux nous parler de cette chanson, Nausicaa? Alors, c'est une chanson que j'ai écrite en l'honneur de ma mère, dont j'ai choisi le titre « Insolent ». Sa mère, c'est aussi une insulte, et en même temps, c'est plein de tendresse pour la mère que j'ai eue, la mère que je suis, et toutes les mères. La dimension maternelle, c'est quelque chose de très important chez moi. J'étais déjà une petite maman quand j'étais enfant. Je maternais mes poupées, ma famille. La mère qu'on a, c'est pas toujours simple avec elle, surtout quand on est une fille. Et c'est de ça que veut dire cette chanson. La mère, on l'a, on peut l'aimer et on peut la comprendre du mieux qu'on peut. Quelquefois, ça prend des années à comprendre sa mère. Moi, je continue de la déchiffrer
et pour autant la tendresse est là. Et la lucidité. Et la lucidité, c'est de ça que parle cette chanson, en effet, d'être lucide. Quel parallèle fais-tu entre cette chanson et ton parcours, Nausicaa ? L'insolence. Je suis quelqu'un qui était très insolente quand j'étais jeune. Je trouve que c'est un beau mot, l'insolence. Faire un pied de nez aux pièges, aux épreuves, c'est une force. Que l'autre lien, c'est aussi l'authenticité. Être le plus possible dans la réalité avec authenticité permet de la transformer comme on veut. C'est ça cette chanson aussi. Regarder toutes les facettes de notre être fondateur qui est notre mère. Pour moi, ça parle de ma vie aussi, de regarder les choses avec lucidité et aussi de l'amour. Moi, mes clients, je les regarde avec de la fascination, de l'amour et en même temps une grande lucidité pour pouvoir leur être un accompagnement riche. C'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu as une dimension maternelle avec tes clients ? Je pense que malgré moi, oui, ça c'est certain. Et pour autant, je ne suis pas maternante, je suis aussi très confrontante. Maternelle dans le sens féminin de l'accueil. J'ai une dimension de parenting en coaching qui a sa puissance. Et en même temps, j'ai une dimension de compagnonnage, de côte à côte. Et je peux aussi avoir une dimension de trublion, de venir asticoter, provoquer, pour venir réveiller des énergies qui pourraient être dormantes ou de la créativité qui pourrait se cacher. Donc je pense que j'ai plein de rôles dans cet univers du coaching. Je te propose, Nausicaa, de clore notre entretien sur cette note musicale et sur cette dernière pensée. Merci beaucoup pour ta participation à ce podcast. Merci David, merci beaucoup. On est l'enfant de sa maman. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Le podcast Parcours de coach est diffusé sur toutes les plateformes d'écoute et toutes les applications dédiées au podcast. Si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes diffusés. Continuez à nous envoyer vos questions, réactions ou suggestions à notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com et n'hésitez pas à recommander ce podcast à vos contacts. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, vous pouvez désormais vous abonner à nos 2 podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.